Alors, Madame Batman, nous l'avons fait venir avec nous parce qu'elle est très connue dans le monde de l'assistance médicale à la procréation, directrice de recherche au CNRS, et elle préside le centre de recherche Sens, Éthique et Société à l'Université Paris-Descartes. C'est une sociologue et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire sur l'embryon, objet ou sujet de recherche de soins. Je vous remercie. Après ce brillant exposé, j'avais quelques rapides remarques à dire sur l'état du droit, mais j'ai presque... Vous pouvez passer. Vous pouvez passer. Pas complètement, parce qu'il y a un lien avec le... Bon. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'était quand même le titre qui avait été choisi pour cette demi-journée et qui reflète effectivement une tendance très ancienne à vouloir comprendre l'embryon comme une entité détachée de tout contexte. Et si vous regardez la représentation graphique sur votre programme, vous verrez nos trois principaux protagonistes, l'embryon, le fœtus et l'enfant, qui apparaissent comme suspendus en apesanteur dans un récipient qui évoque une boîte de pétri. Cette représentation a au moins le mérite de délimiter notre champ de discussion ce matin, tout au moins pour cette session. C'est-à-dire que nous ne parlerons pas de tous les embryons, et je pense que là on a déjà vu, c'était bien le cas des deux autres intervenants, mais uniquement ceux qui doivent leur existence à la fécondation in vitro. Cette restriction, bien que la représentation graphique induise autrement, est moins vraie, me semble-t-il, pour les deux journées suivantes. La question qui ou quoi suggère que les enjeux essentiels relatifs au traitement de l'embryon relèvent d'un débat ontologique. On a vu, est-ce qu'il y a une chose, une personne? Je passe rapidement. Alors, la question est sans doute centrale, puisque la réponse à celle-ci détermine pour grande partie, et ça vient de nous être illustré, toutes les options que nous aurions, ce qui sera permis d'une part ou interdit en matière de pratiques touchant à l'embryon. Cependant, ce débat est tellement ancien et bien plus complexe que ne laisse penser la formule qui ou quoi, et on peut parfois se demander s'il trouvera un jour une solution satisfaisante pour tous. Alors, on peut néanmoins dire que l'état actuel du droit en France indique que l'embryon n'est considéré actuellement, vous l'avez bien dit, un silence du législateur, ni comme une chose, ni comme une personne, vraiment, car certaines pratiques impliquant le maniement et parfois la destruction de l'embryon sont admises tout en étant strictement encadrées. Donc une espèce de position de compromis. Si nous admettons cet état des choses comme point de départ de notre discussion, et au moins du point de vue de sociologue, il convient alors de mettre en relief le cadre de pratiques et de relations qui suscitent nos interrogations actuelles sur l'embryon. Et dans cette perspective, je dirais que notre préoccupation principale aujourd'hui n'est pas tant la question du statut ontologique de l'embryon, mais les problèmes spécifiques que pose pour les parents, pour les médecins, mais aussi pour le législateur et plus globalement pour la société, l'existence d'embryons en dehors du corps de la femme. Jusqu'à la fin des années 70, la survie d'un embryon en dehors de l'utérus d'une femme était à proprement parler inconcevable. Malgré des discours qui traitaient de l'embryon comme entité séparée de la femme enceinte, la possibilité pour un embryon de se développer en fœtus et à terme en enfant ne pouvait être dissociée des conditions de son accueil dans le ventre maternel. Et en attendant la naissance, accès à l'embryon et au fœtus par le corps médical requiert l'accord et la coopération de la femme enceinte. Il y a des exceptions à cette règle. Je sais qu'aux États-Unis, puisqu'on parlait du libéralisme des États-Unis, mais il y a eu quand même des décisions juridiques d'intervention pour faire des césariennes. Donc on voit bien que parfois on passe par-dessus, mais normalement, pour intervenir, il faut l'accord de la femme. L'avènement de l'AMP, et tout particulièrement de la fécondation in vitro, va transformer radicalement les conditions anthropologiques de l'engendrement. La fécondation n'est plus un acte qui relève exclusivement de la vie sexuelle et familiale, car elle peut être désormais obtenue par intervention technique de personnes professionnellement compétentes, médecins et biologistes, dans un cadre et un lieu adaptés. De plus, l'embryon peut être conçu dans une boîte de pétri, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, délocalisation temporaire du moment initial d'une grossesse, souvent prolongée par une conservation dans l'azote liquide.
Cette extériorisation d'une partie du processus reproductif et en particulier la conservation prolongée de certains embryons ainsi conçus modifie le contexte et l'équilibre des relations qui se construisent autour de celui-ci. Tout d'abord, l'accès à l'embryon ne nécessite plus la médiation de la femme, puisque précisément la femme n'est pas encore enceinte. En revanche, les médecins biologistes qui opèrent la fécondation et la conservation ont enfin une prise directe sur celui-ci. Certes, puisque le projet parental des demandeurs est à l'origine des embryons, les lois actuelles prévoient qu'aucune décision concernant le sort de ces embryons ne peut être prise sans leur accord. Cette affirmation de principe laisse cependant dans l'ombre une transformation majeure produite par ces nouvelles configurations de la procréation. La fécondation n'est plus l'œuvre, parfois involontaire, d'un couple, mais une pratique encadrée où le corps médical occupe une place centrale. En effet, ils fournissent les conditions techniques et institutionnelles dans lesquelles peuvent se réaliser ces projets parentaux. Ils possèdent les techniques permettant de concevoir des embryons et de les conserver indéfiniment. Ils recrutent des donneurs et contrôlent leur santé lorsque le recours aux gamètes d'une tierce personne est nécessaire. Et ils peuvent, sous divers prétextes qui peuvent être parfaitement légitimes, refuser de répondre à certaines demandes d'assistance à la procréation. De plus, la mise en œuvre de la décision des personnes dont le projet parental est à l'origine des embryons, quelle qu'elle soit, nécessite à l'évidence l'accord du médecin. Certes, celui-ci est tenu de respecter des décisions considérées légitimes au regard du cadre légal, même si personnellement, il aurait préféré une autre issue. Mais il peut et doit s'opposer aux vœux des demandeurs si ces vœux sont en contradiction avec la loi. De ce fait, lorsqu'un embryon est conçu in vitro, ce n'est donc plus la femme, mais le corps médical qui se trouve en position de médiateur lorsqu'il s'agit de décider du devenir d'un embryon. Ce constat s'impose davantage si nous considérons qu'entre le moment où un embryon est conçu et le moment où l'on décidera de son devenir, il peut se passer au minimum 48 heures, même plus tôt, selon les diapos que nous avons vus ce matin, et le temps, c'est-à-dire le temps entre la fécondation in vitro à proprement parler et le transfert de l'embryon dans l'utérus, mais très souvent, dans le cas d'une conservation, il s'écoulera plusieurs années. Pendant ce temps, les embryons sont pris en charge par des personnes spécialement formées pour assurer au quotidien les conditions nécessaires à leur développement précoce in vitro et, en cas de conservation, au maintien de la suspension momentanée de leur développement. En d'autres termes, la fécondation in vitro a été à l'origine d'une activité médicale inédite qui remplace tout en transformant ce qui se passe normalement dans le corps de la femme. Le nombre croissant d'embryons dont l'existence est suspendue non pas en apaisanteur, mais dans des cuves d'azote liquide est un indicateur concret de l'ampleur qu'a prise cette activité et elle nous oblige à constater que dans le cas de l'assistance à la procréation, les géniteurs ont bien délégué une part de leur activité reproductive et peut-être aussi une part de leur responsabilité à des professionnels compétents. Cette médiation médicale de l'accès aux embryons conçus in vitro ne doit pas être envisagée comme une simple perte de contrôle des géniteurs sur le produit de leur fécondité. Il y a bien un transfert volontaire de responsabilité vers le corps médical en échange d'une offre de service ayant valeur pour le couple. Cette offre peut être une solution médicale à leur infécondité ou elle peut consister en un diagnostic génétique précoce d'une maladie grave chez des embryons conçus in vitro. Toutefois, il convient de mieux réfléchir aux implications de ce transfert des tâches reproductives de la sphère corporelle à la sphère médicale, car elle modifie le cadre matériel, relationnel et institutionnel dans lequel médecins et demandeurs auront à prendre des décisions sur le devenir de ces embryons. Une fois admis cette centralité du rôle du médecin, qui devient pour ainsi dire médiateur, on peut mieux apprécier une deuxième transformation anthropologique majeure produite par l'assistance à la procréation et
qui a été évoqué précisément par M. Loiseau dans ses considérations juridiques sur le statut de l'embryon. La possibilité pour un embryon de connaître d'autres fins que celle de sa réalisation, de ce que j'appellerais une potentialité d'enfant. L'embryon conçu in utero constitue, pour une femme et même pour un couple et une famille donnée, une potentialité d'enfant qui sera acceptée ou non par cette femme et son conjoint. Toute décision sur le devenir de cet embryon ne peut être dissociée de la situation immédiate de celle qui le porte et de manière générale de ses futurs parents. C'est pourquoi de nombreuses femmes de par le monde mettent un terme à leur grossesse, même lorsque la loi en vigueur dans leur pays ne les y autorise. Cette potentialité d'enfant peut aussi prendre fin à tout moment en dehors de tout acte volontaire, du fait d'anomalies du développement de l'embryon, d'un événement pathologique de la grossesse ou d'un accident. Mais un embryon in utero n'a que cette seule et unique potentialité, que celle-ci vienne à se réaliser ou non, celle de devenir un enfant. Ceci est vrai également pour l'embryon in vitro, une fois que le transfert in utero a eu lieu. L'embryon conçu en dehors du corps de la femme n'avait aussi, dans un premier temps, que cette seule finalité. À l'origine de la pratique de la fécondation in vitro, on ne prélevait qu'un seul ovocyte par cycle, si l'ovaire en produisait un, ce qui n'était pas toujours le cas. Et si à la suite il y avait fécondation, l'embryon qui se développait était transféré à l'utérus car la technique de conservation des embryons n'était pas encore au point. Dans ces conditions, chaque embryon produit in vitro était destiné à répondre immédiatement à une demande d'assistance d'un projet parental. Mais le résultat souvent aléatoire de cette manière de procéder a conduit à proposer un autre protocole. Il a été décidé de proposer une stimulation ovarienne pour faire mûrir plusieurs ovocytes par cycle, dans l'espoir d'obtenir au moins un embryon, généralement plus, à chaque cycle par transfert. Ainsi, au départ, un nombre parfois très important d'embryons était ensuite transféré à l'utérus pour accroître les chances d'une grossesse, sauf que cette manière de procéder comportait un effet pervers. On a constaté qu'il y avait un nombre croissant de grossesses multiples, par définition des grossesses à risque, et la conséquence inévitable de celle-ci, souvent des naissances prématurées. Le nombre maximum d'embryons transférés a donc été limité à 3, parfois à 2, parfois même à 1, en tout cas certainement pas plus de 3, et les techniques de conservation de l'embryon ayant été mises au point entre-temps, les embryons conçus en excès des 2 ou 3 nécessaires au premier transfert étaient mis de côté pour un transfert ultérieur. Mais le nombre d'embryons conservés a rapidement dépassé le nombre d'embryons nécessaires pour satisfaire le désir de l'enfant de ces couples, et tant les couples que les médecins ont été confrontés au fait que ces embryons étaient désormais en surnombre par rapport au projet parental initial. Lorsque les couples décident de recourir à une fécondation in vitro, il leur est généralement expliqué que l'une des conséquences possibles de la stimulation ovarienne et de la congélation sera celle de décider du sort de ces embryons dont le couple pourrait ne plus souhaiter le transfert, soit parce qu'ils ont eu déjà des enfants qu'ils souhaitaient, soit parce qu'ils décident pour d'autres motifs de renoncer à la fécondation in vitro. Or, des personnes qui initient un parcours de traitement de leur infécondité peuvent difficilement envisager leurs embryons comme autre chose que la réalisation possible de leur désir d'enfant. Ce n'est qu'une fois ce parcours terminé qu'elles seront confrontées à la réalité que certains embryons n'ont plus de finalité immédiate pour eux. Ils seront alors obligés de penser autrement au devenir de ces embryons. Mais en quoi consiste le travail mental nécessaire pour prendre ce type de décision ? On commence à peine à l'entrevoir puisque les travaux de recherche sur l'expérience et le raisonnement des personnes confrontées à ces décisions sont rarissimes. Mais elles suggèrent que ce travail n'est pas simple. On n'a pas le temps de rentrer dans ce détail maintenant. Ces personnes sont confrontées à plusieurs hypothèses. Soit prolonger la conservation de ces embryons pour donner naissance ultérieurement à un autre enfant, céder ces embryons pour qu'ils puissent servir au projet parental d'un autre couple,
mettre un terme à la conservation de ces embryons ou accepter que ces embryons soient utilisés à des fins de recherche. Sur les 3 premières options, il existe une similarité théorique avec la situation de l'embryon conçu in vitro, in utero. Dans les 3 cas, les personnes sont renvoyées à une décision concernant la réalisation ou non de la potentialité d'enfant que représente l'embryon. Une volonté de permettre cette réalisation peut être affirmée soit à son propre bénéfice, soit au bénéfice d'autres demandeurs. Si les personnes ne souhaitent plus avoir d'enfants et ne sont pas à l'aise avec l'idée que des embryons conçus pour construire leur propre famille puissent devenir les enfants d'autres personnes inconnues, ils pourront demander leur destruction. Ces options renvoient à des situations analogues connues et bien étudiées qui peuvent servir de modèle de référence. Et d'ailleurs, parfois ça a été pour l'accueil de l'embryon, l'adoption, voire l'avortement, si on considère la destruction de l'embryon ainsi. Mais en termes anthropologiques, les décisions concernant des embryons conservés hors du corps de la femme sont foncièrement différentes. Elles concernent non pas une potentialité d'enfant enracinée dans le corps de la femme, mais une probabilité théorique de grossesse incarnée dans un embryon dont le développement est suspendu dans un lieu sur lequel la femme et son partenaire n'ont aucune prise. Ne pas prendre de décision lorsqu'on hésite à mettre à terre une grossesse est en soi un choix en faveur de sa poursuite. Mais cette urgence de la prise de décision n'existe pas dans le cas des embryons conservés, car c'est la décision sur leur devenir qui initie l'action. Le doute sur le meilleur devenir pour ces embryons peut alors persister aussi longtemps que les embryons seront conservés. Et c'est peut-être cette difficulté à prendre une décision qui explique les couples perdus de vue dont les centres n'arrivent plus à contacter. La 4e option, l'utilisation des embryons à des fins de recherche, peut être compris comme une variante de la 3e, à savoir la fin d'une potentialité d'enfant. Mais ce faisant, on fait l'impasse sur le fait que pour prendre une telle décision, la femme et son partenaire doivent tous deux pouvoir se représenter des embryons ayant signifié au départ leur projet parental en objet possible d'un projet de recherche. Ils doivent aussi accepter la prémisse que ces recherches sont légitimes et l'idée que soumettre un embryon à de telles investigations n'est pas une fin pire que la simple décongélation. Les rares études menées sur ce type de décision suggèrent que l'option de céder des embryons à des fins de recherche est perçue comme acceptable lorsque les personnes sont informées en quoi consiste concrètement cette option. Cela veut souvent dire que la recherche sur l'embryon, ses objectifs, ses modalités et sa valeur a fait l'objet d'un débat public contradictoire, largement accessible à un public général et auquel ces personnes ont été exposées. Mais elle veut aussi dire que le médiateur médical a pu fournir des réponses appropriées aux questions plus précises que ce couple a pu se poser. Mais le fait que des embryons en surnombre existent et qu'il soit possible d'envisager leur utilisation à des fins de recherche ne suffit pas à justifier ce type de recherche. Chaque protocole doit être examiné à la lumière de principes qui datent au moins du rapport Warnock de 1984 et qui exigent, entre autres, que les connaissances ainsi recherchées ne puissent être obtenues sur l'animal ou sur d'autres tissus humains. Le fait que ces principes soient énoncés pour la première fois dans un document portant principalement sur une nouvelle méthode de traiter l'infécondité met en évidence que le développement de la recherche sur l'embryon humain est étroitement lié au développement de la fécondation in vitro. Or, peu d'attention a été accordée aux étapes qui conduisent des embryons du cadre médical où ils ont été conçus et conservés au cadre de la recherche où ils seront utilisés. Quel doit être le parcours de ces embryons une fois cédés à des fins de recherche ? Qui décide et comment de ce parcours et de la manière dont les embryons seront attribués aux différents projets de recherche une fois ceux-ci approuvés ?
Le contrôle de ce parcours est essentiel car les logiques qui régissent le cadre médical du traitement de l'infécondité et celui de la recherche fondamentale en biologie sont entièrement différentes. Il faut donc veiller à ce que la logique de recherche n'intervienne pas dans le cadre thérapeutique, sauf lorsque celle-ci est pleinement justifiée et clairement énoncée à tous les protagonistes. L'importance de la réflexion sur cette intrication possible de deux logiques distinctes est soulignée par le fait que certaines recherches, dont l'objectif lointain et encore très incertain est une médecine régénératrice, supposent la création d'embryons par ce qu'on dit clonage, c'est-à-dire le transfert du noyau d'une cellule somatique dans un ovocyte énucléé. La reprogrammation du noyau ainsi transféré a pour objectif non pas de faire naître un nouvel individu, mais de générer des lignées de cellules embryonnaires compatibles avec ceux du patient ayant fourni la cellule somatique. Or, produire ces embryons, dit clonés, pour les produire, il faut aussi des ovocytes. Des donneuses d'ovocytes seront sollicitées pour une démarche qui n'est plus reproductive à son origine, mais où elles seront exposées aux mêmes risques et inconvénients pour leur santé que la femme qui a subi une stimulation hormonale et l'ensemble des choses pour son propre projet ou pour le projet d'autrui. Les bénéfices attendus de ces recherches vont-elles justifier les risques encourus par les femmes qui accepteront de donner leurs ovocytes ? Ces recherches se font actuellement surtout chez l'animal et le nombre très élevé d'ovocytes utilisés pour mettre au point ces techniques, au rendement encore très faible, fait penser que la sollicitation de donneuses d'ovocytes pour la recherche est prématurée. Mais le jour où cette démarche pourrait se justifier, il faudrait veiller sérieusement non seulement aux conditions dans lesquelles elles seront faites, surtout puisque ces recherches sont adossées à des pratiques cliniques reproductives, mais surtout à l'impact que ces nouvelles méthodes thérapeutiques auront sur nos représentations de la médecine et de la procréation. Pour conclure sur un sujet beaucoup trop vaste pour être traité convenablement en si peu de temps, je voudrais insister sur l'importance du travail qui consiste à mieux connaître, comprendre et accompagner les transformations anthropologiques initiées par ce qui a pu paraître au prime abord comme un simple progrès dans le traitement de l'infécondité. Si la société, parce que pour un sociologue c'est bizarre de parler de la société, a un regard à porter sur l'embryon, c'est surtout sur le changement radical du contexte et des relations dans lesquelles il est parfois conçu. Ce changement affecte non seulement les demandeurs de ce type de traitement, mais aussi tous ceux qui y ont trouvé leur principale activité professionnelle. Car ces pratiques reproductives inédites affectent nos attentes, nos attitudes et même nos conduites à l'égard de l'embryon et de la procréation, transformation qui découle en partie des grandes décisions politiques concernant la légitimité de certaines pratiques, mais aussi de modifications discrètes dans la manière de présenter, organiser et prendre en charge un travail technique de expliquer des choses et à des patients et à un public plus général. Convaincus que nous sommes de la nécessité de lois pour encadrer des pratiques longtemps controversées, nous avons tendance à sous-estimer le besoin de connaissances concrètes sur les transformations probablement irréversibles déjà à l'œuvre dans notre manière de concevoir l'humain et de décider de son devenir. Je vous remercie. Merci.